3 ans se sont écoulés depuis l'annonce du divorce entre Liliane Thuram, l'une des figures les plus respectées du football français, et Karine Le Marchand, animatrice emblématique du paysage audiovisuel francophone. À l'époque, le public avait accueilli la nouvelle avec surprise, mais aussi une certaine résignation. Les relations médiatiques, souvent, ne résistent pas aux contraintes d'une vie exposée. Pourtant, derrière les sourires officiels, les communiqués soigneusement contrôlés et les rares confidences lâchées ici et là, un récit plus sombre semblait palpiter sous la surface. Pendant 3 ans, Thuram était resté silencieux, un silence lourd, presque solennel, que beaucoup interprétaient comme une forme de pudeur ou même d'élégance, mais au fond, ses proches savaient qu'il portait un poids. Et lorsque récemment, lors d'une longue interview fleuve donnée à un média français, l'ancien défenseur international a enfin brisé ce mutisme, personne n'était préparé à la révélation qu'il allait faire. Pour comprendre l'ampleur de l'aveu de Thuram, il faut revenir à l'époque où leur séparation avait été médiatisée. La presse parlait d'un divorce mature, apaisé, presque exemplaire. Il n'y avait pas eu de scandale, pas de règlement de compte sur les réseaux sociaux, pas non plus de fuite de documents privés. Même les tabloïds les plus agressifs avaient semblé tourner autour du sujet avec une discrétion inhabituelle, comme si l'affaire ne contenait aucun explosif susceptible d'attirer l'attention. Mais la vérité, comme vient de le confier Thuram, était tout autre. Derrière les apparences polissées, il y avait des tensions profondes, des conflits larvés, des tensions psychologiques qui s'immisçaient dans leur quotidien. Des disputes silencieuses, des non-dits qui, selon Thuram, ont commencé à se transformer en véritable spirale d'épuisement émotionnel. Durant l'interview, il parle d'une fatigue mentale accumulée, d'un sentiment de perte de soi-même. Des mots qu'on n'attend pas d'un ancien sportif de haut niveau habitué à la discipline mentale, à la pression et à l'adversité. La relation entre Karine Le Marchand et Liliane Thuram avait toujours été médiatique. Elle n'avait rien d'un secret. Ils s'affichaient ensemble sur les tapis rouges, dans les émissions de télévision, lors de soirées caritatives. Ils étaient redevenus, qu'ils le veuillent ou non, un couple emblématique du paysage public français. Lui, champion du monde, engagé dans la lutte contre le racisme. Elle, animatrice populaire, symbole d'élégance et de proximité avec le public. Mais si cette visibilité leur apportait admiration et soutien, elle engendrait aussi une pression constante. Tout était observé, analysé, commenté. Le moindre geste, la moindre absence, la moindre phrase pouvaient alimenter les spéculations. Thuram avoue que cette exposition n'était pas toujours simple à gérer. Lui qui avait passé sa carrière dans un environnement sportif structuré, se retrouvait plongé dans un univers où l'image, les apparences et les récits fabriqués prenaient parfois le pas sur la réalité. La presse, bien que respectueuse en surface, scrutait pourtant chaque détail. Certains magazines, à l'époque, évoquaient des incompatibilités de mode de vie, des divergences profondes de valeurs, mais rien n'avait été confirmé. Thuram, fidèle à son silence, se refusait à en dire davantage. Lorsqu'il évoque les derniers mois de sa relation avec Karine Le Marchand, Thuram décrit un climat subtil mais corrosif. Ce n'était pas un conflit explosif, un scandale ou un événement dramatique qui aurait tout fait basculer. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus insidieux, un éloignement progressif, presque imperceptible qui, selon ses mots, finissait par le ronger de l'intérieur. Il explique qu'il avait commencé à se sentir observé, évalué, constamment mesuré, même dans l'intimité du foyer. Selon lui, certaines remarques, certains comportements répétés l'auraient placé dans un état de tension permanente. À un moment, je ne me reconnaissais plus, dit-il. Je faisais attention à tout, à ce que je disais, à comment je le disais. Je me censurais, je marchais sur des œufs. Ces mots ont résonné comme un séisme. Car derrière la façade de couple glamour, la description que fait Thuram évoque quelque chose d'infiniment plus fragile et complexe. Une relation où l'équilibre des forces semblait glisser subtilement, lentement, dangereusement. Dans l'interview, Thuram révèle un détail qui a particulièrement interpellé les analystes. Plusieurs de ses proches lui auraient, à l'époque, confié leur inquiétude. Des amis, des membres de sa famille, certains coéquipiers même, auraient remarqué un changement radical dans son comportement. Il devenait plus silencieux, plus renfermé, parfois même absent lors de discussions importantes. On me disait « Liliane, tu n'es plus toi-même, tu es éteint, tu ne souris plus comme avant ». Mais Thuram, fidèle à son sens du devoir et à sa volonté de protéger son couple, minimisait les signaux d'alerte.
Il expliquait être fatigué, absorbé par ses engagements associatifs ou ses obligations professionnelles. Aujourd'hui, avec le recul, il reconnaît « Je ne voulais pas voir, je ne voulais pas admettre que quelque chose n'allait pas. J'avais peur de ce que ça voulait dire. » Lorsque l'intervieweur lui demande ce qui l'a finalement poussé à parler, Thuram répond par une phrase qui a glacé les lecteurs « Parce que pendant 3 ans, je me suis tu, mais j'ai porté quelque chose qui me pesait, une vérité que je ne pouvais plus garder. » Il précise alors qu'il ne raconte pas cela pour accuser, pour détruire ou pour relancer une polémique, mais pour témoigner de ce qu'il appelle un mécanisme insidieux qui peut exister dans certains couples, même les plus admirés. Et c'est à ce moment-là qu'il prononce ce qu'il décrit comme le secret terrible. Un aveu qu'il affirme avoir gardé pour protéger la réputation de son ex-compagne, mais qui, dit-il, fait partie intégrante de la vérité qu'il veut désormais assumer publiquement. Il évoque une forme de manipulation émotionnelle, de pression psychologique, un climat où il se sentait progressivement diminué, fragilisé. Il insiste. Il ne parle pas de violence physique, mais de quelque chose de plus subtil, de plus difficile à nommer, de plus sournois. Un système de remarques répétées, de critiques déguisées, d'attentes impossibles à satisfaire. Ce n'était jamais dit frontalement. C'était dans la manière, dans le ton, dans les silences. Et moi, je me perdais peu à peu. Pourquoi maintenant ? Il répond que pendant longtemps, il voulait préserver Karine Le Marchand, leur passé commun, mais aussi ses propres enfants, qui avaient parfois été exposés malgré eux. Il voulait aussi comprendre ce qu'il avait traversé, mettre des mots sur ce qui, pendant longtemps, lui semblait flou et informulable. Je n'étais pas prêt. Je ne savais pas encore ce que je devais dire ou comment le dire. Aujourd'hui, je comprends que me taire, c'était prolonger ma souffrance. Cette confession sincère, presque désarmante, a fait l'effet d'une bombe dans le monde médiatique, car elle venait rompre l'image presque idéalisée du couple formé par le footballeur et l'animatrice. Elle interrogeait aussi des questions plus larges. Les dynamiques de pouvoir au sein du couple, les violences psychologiques invisibles, les pressions émotionnelles qui peuvent s'installer sans que personne ne les remarque. Depuis la publication de l'interview, les réactions affluent. Certains se montrent choqués, d'autres compatissants. Beaucoup disent reconnaître dans les mots de Thuram une réalité qu'ils ont eux-mêmes vécue sans jamais oser en parler. Les réseaux sociaux se sont enflammés, c'est courageux de parler. On oublie que les hommes peuvent de souffrir aussi. C'est une réalité trop souvent minimisée. Pour la première fois, l'histoire prend une dimension sociale. Le témoignage de Thuram dépasse le simple cadre de sa relation avec Karine Le Marchand. Il devient un miroir tendu vers la société française, vers ses tabous, vers ses silences, vers ce qu'elle peine encore à admettre. Quelques mois avant la rupture, le climat entre Liliane Thuram et Karine Le Marchand aurait commencé à changer subtilement. Au cours de son entretien, Thuram décrit des journées qui se déroulaient sous une forme de tension diffuse, un sentiment d'être constamment évalué, jugé, surveillé, non pas par une autorité extérieure, mais par celle qu'il aimait. Selon lui, tout prenait une dimension émotionnelle disproportionnée. Une remarque sur son ton de voix, une critique à peine voilée sur sa façon de parler en public, des reproches sur ses engagements associatifs, jugés trop envahissants, des commentaires sur son rôle de père, parfois blessant, parfois humiliant. Il précise que rien n'était frontal, rien n'était explosif. Le danger, dit-il, ce n'était pas les cris, c'était l'absence de cris. C'était ce silence chargé, lourd, qui disait 1000 choses sans en prononcer une seule. C'est cette subtilité, justement, qui, selon lui, l'a piégé longtemps. Il ne se sentait jamais assez bien, jamais assez présent, jamais assez performant dans son rôle de compagnon. J'avais l'impression d'être évalué comme un élève et non regardé comme un homme. Dans l'espace public, leur relation apparaissait harmonieuse, élégante, même inspirante. Mais selon les confidences de Thuram, c'est précisément dans ces moments de forte exposition médiatique que les tensions aient été les plus palpables. Lors de certains événements mondains, il raconte avoir ressenti une sorte de décalage grandissant. Karine Le Marchand, charismatique, volubile, parfaitement à l'aise devant les caméras, occupait souvent toute la lumière. Lui, habitué à un environnement plus rigoureux et sobre, avait l'impression de n'être qu'un accessoire dans la mise en scène médiatique. Il se souvient d'une soirée où un producteur télé, admiratif, avait longuement complimenté Karine sur son professionnalisme. Rien d'anormal en soi, mais ce qui avait troublé Thuram, c'était le regard qu'elle lui avait lancé ensuite.
Un regard triomphant, presque condescendant, comme si elle cherchait à lui rappeler sa supériorité dans ce monde qui leur échappait. J'avais parfois l'impression que ma présence servait à renforcer son image, pas à construire notre relation. Ce sentiment, dit-il, s'est amplifié avec le temps. Il y avait un monde où Karine brillait sans partage, et un autre où les fissures du couple grandissaient dans l'intimité. Des discussions qui débutaient souvent sur un ton anodin mais qui se transformaient progressivement en interrogatoires émotionnels. Par exemple, il raconte un dîner où il avait partagé une anecdote sur son travail éducatif auprès de jeunes défavorisés. Une initiative qu'il mène depuis plus de 20 ans et qui fait partie intégrante de son identité. Selon lui, Karine aurait simplement répondu « C'est bien, mais tu pourrais être plus moderne dans ta façon de communiquer. On dirait toujours un discours d'ancien joueur. » Une remarque qui en apparence semblait constructive. Mais Thuram explique que ce type de commentaire répétitif, souvent prononcé sur un ton ironique, avait fini par fissurer sa confiance. À force, je ne savais plus si elle me parlait en tant que partenaire ou en tant que critique professionnelle. Il évoque aussi des remarques sur son style vestimentaire, ses interventions publiques, sa posture, voire son rire. Peu importe le sujet, quelque chose clochait toujours. Ce n'était jamais explosif, jamais violent, mais toujours corrosif. Une spirale émotionnelle invisible, je me sentais rapetissé. Ce qui ressort de manière frappante dans son témoignage, c'est la sensation d'érosion progressive. Il parle d'une perte d'assurance, d'une perte de repères, d'une perte de voix. Je me sentais rapetissé, comme si chaque jour, un peu de moi disparaissait. Pour un homme habitué à la pression colossale des stades, au poids des attentes nationales, à l'exigence mentale des compétitions mondiales, il est surprenant de l'entendre dire que la seule pression qu'il n'a jamais su gérer venait de son propre foyer. Cette phrase, prononcée sans colère mais avec un mélange de tristesse et de lucidité, a marqué de nombreux lecteurs. Je pouvais affronter Ronaldo, Del Piero, Henry, mais je n'arrivais pas à affronter mon propre silence à la maison. Plusieurs témoins anonymes, interrogés à la suite de la révélation de Thuram, ont confirmé qu'ils avaient observé chez lui des signes évidents de fragilité émotionnelle. Un ami de longue date, resté discret pendant des années, explique « Il avait perdu son éclat. Il parlait moins, il riait moins, ce n'était plus le Liliane que je connaissais. » Les membres de sa famille, eux aussi, tentèrent de comprendre. Il y avait des week-ends où il s'isolait, où il semblait plongé dans une réflexion profonde, presque douloureuse. Ses enfants, dit-il, avaient remarqué que son sourire n'était plus le même. Mais Thuram refusait d'admettre que quelque chose se passait mal. Il voulait protéger sa relation. Il voulait préserver son image de père solide. Il voulait éviter que la presse s'empare de la moindre faille. Contrairement à ce que certains médias avaient affirmé, la rupture n'a pas été soudaine. Elle n'était pas le résultat d'une dispute violente ou d'un événement dramatique. C'était plutôt la conclusion inévitable d'un long processus d'usure. Thuram raconte qu'il a pris la décision après une conversation qui, en apparence, n'avait rien de spectaculaire. Une remarque banale, mais qui a été pour lui la goutte d'eau de trop. Il ne révèle pas exactement la phrase prononcée. Mais il dit qu'elle l'a fait réaliser qu'il n'était plus un partenaire, mais un projet à corriger aux yeux de Karine. Ce jour-là, j'ai su que je devais partir pour survivre émotionnellement. C'est ici que le chapitre prend un tournant plus lourd. Le secret terrible que Thuram évoque n'est pas un acte unique, mais un ensemble de comportements, de mots, de attitudes qui ont créé un climat psychologique asphyxiant. Il utilise l'expression « violence émotionnelle silencieuse ». Ce terme n'est pas choisi au hasard. Il reflète une réalité encore taboue, celle des violences non physiques, celles qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui peuvent détruire lentement. Thuram explique qu'il n'osait pas en parler, par peur de ne pas être cru. Parce qu'un homme qui souffre en silence, surtout un homme public, est souvent perçu comme faible, fragile ou peu crédible. Je n'étais pas prisonnier d'une personne, j'étais prisonnier d'un système relationnel. La solitude après la séparation, un silence encore plus lourd. Après le divorce, beaucoup pensaient que Liliane Thuram retrouvait sa liberté. Mais il révèle aujourd'hui que les mois qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de sa vie. Il se sentait seul, vidé, presque absent à lui-même. Il avait du mal à se reconstruire, à retrouver confiance, à reprendre sa place dans la société sans se sentir encore marqué par ce qu'il avait vécu. Il parle de longues nuits d'insomnie, de journées passées à douter de tout, de voyages improvisés pour tenter d'oublier. Il dit « Le corps était libre, mais l'esprit, lui, était encore enchaîné. »
3 ans après la fin de sa relation avec Karine Le Marchand, Liliane Thuram n'est plus le même homme. Le footballeur légendaire, habitué à affronter les défis les plus exigeants sur le terrain, s'est retrouvé confronté à un combat beaucoup plus intime et silencieux. La reconstruction après une rupture marquée par ce qu'il décrit aujourd'hui comme une violence émotionnelle insidieuse. Après avoir quitté Karine Le Marchand, Thuram explique qu'il a d'abord traversé une période de confusion totale. Le silence qu'il avait gardé pendant longtemps s'était soudain transformé en un vide immense. Il dit « Après le divorce, je n'ai pas retrouvé la paix immédiatement. J'ai dû affronter ce que j'avais enfoui pendant des années. Pendant plusieurs mois, il dit avoir erré, partagé entre le besoin de se retrouver et la peur d'affronter ses propres failles. Il a alors entamé un travail introspectif profond, presque chirurgical. Comprendre comment il avait pu se laisser enfermer dans une dynamique qu'il qualifie d'écrasante, apprendre à poser des limites, reconstruire son estime de soi, retrouver ce qu'il appelle sa voix intérieure. Ce processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des rechutes, des moments de doute extrême, des nuits où il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Mais il affirme qu'aujourd'hui, avec le recul, il comprend que ce passage était indispensable à sa survie émotionnelle. L'un des éléments les plus marquants de son témoignage est son évocation de la thérapie. Longtemps, il avait considéré cette démarche comme inutile, presque incompatible avec son identité d'ancien sportif. Un secteur où la vulnérabilité est rarement perçue comme une force. Pourtant, il confie avoir rencontré un psychologue quelques mois après la rupture. Une décision qu'il décrit aujourd'hui comme un tournant décisif. J'avais besoin de comprendre pourquoi je m'étais tu si longtemps, pourquoi je n'avais pas réagi plus tôt, pourquoi j'avais accepté un climat qui ne me correspondait pas. Les séances lui ont permis de poser des mots précis là où il n'y avait auparavant que des sensations confuses. Elles lui ont aussi permis de reconnaître quelque chose qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Lui aussi pouvait être vulnérable. Lui aussi pouvait être victime. Lui aussi avait le droit de dire stop. Ce témoignage venant d'un homme admiré, respecté et associé à la force mentale a eu un impact sociétal immédiat. Il a ouvert un espace de parole inédit, notamment pour les hommes qui vivent de des formes de manipulation psychologique, mais n'osent pas l'admettre. Depuis la publication de l'interview où Thuram révèle le secret terrible, le débat public s'est enflammé. Certains soutiennent qu'il est temps de reconnaître l'existence de violences psychologiques envers les hommes. D'autres estiment que son témoignage est une remise en cause injuste de la réputation de Karine Le Marchand. Le sujet est délicat. Il touche à des représentations profondément ancrées dans la culture française, le rôle de l'homme dans le couple, la perception de la violence émotionnelle, les tabous liés à la vulnérabilité masculine, la stigmatisation de ceux qui osent parler. Pour beaucoup, la parole de Thuram est une révolution silencieuse. Elle ouvre une page nouvelle dans la réflexion sur la santé mentale, sur la toxicité relationnelle et sur les nuances souvent invisibles derrière les couples parfaits. Exposés dans les médias, un sociologue interrogé par un journal national explique « La société accepte facilement l'idée qu'une femme puisse être victime de manipulation psychologique. Elle accepte moins facilement l'idée inverse. Ce biais, profondément intégré, explique pourquoi la révélation de Thuram a suscité autant de réactions contrastées. Face à l'ampleur des déclarations de Thuram, Karine Le Marchand est restée silencieuse. Aucun communiqué officiel, aucun commentaire sur les réseaux sociaux, aucune intervention publique. Ce silence, analysé par les experts médiatiques, est révélateur de la complexité de la situation. D'une part, répondre risquerait d'alimenter encore davantage la polémique. D'autre part, ne rien dire peut être interprété comme une manière de laisser planer le doute. La pression médiatique pèse lourd. Des internautes la défendent, d'autres la critiquent violemment. La polarisation s'installe, comme souvent dans les affaires, où se mêlent célébrité, émotion et interprétation personnelle. Ce qui est certain, c'est que son image publique, longtemps associée à l'empathie et à la bienveillance, se retrouve aujourd'hui confrontée à une remise en question inattendue. Pour ceux qui ont suivi de près l'évolution de cette histoire, l'aveu public de Thuram n'est pas perçu comme une attaque, mais comme une délivrance. Il explique clairement qu'il ne souhaite pas nuire, mais raconter ce qu'il a vécu afin d'éviter que d'autres, hommes ou femmes, ne tombent dans le même silence destructeur. J'ai parlé parce que je ne voulais plus me sentir prisonnier de ma propre histoire. À travers ces mots, on comprend que son témoignage dépasse de loin le cadre privé. Il s'agit d'un acte militant, presque thérapeutique, qui s'inscrit dans sa longue tradition d'engagement social.
Ce n'est pas seulement l'histoire d'un couple qui se délite, c'est l'histoire d'un homme qui accepte de dire qu'il a souffert. Et cela en soi est révolutionnaire. Aujourd'hui, plus serein, plus aligné avec lui-même, Thuram affirme avoir retrouvé une forme de paix intérieure. Il dit qu'il a réappris à faire confiance, à aimer, à poser des limites claires, à reconnaître les signaux d'alerte qu'il ignorait autrefois. Il s'est replongé dans ses engagements sociaux avec une énergie nouvelle. Son travail auprès des jeunes, ses conférences sur l'égalité et le racisme, ses projets associatifs ont retrouvé une place centrale dans sa vie. Loin du tumulte médiatique, il retrouve le goût du quotidien, des choses simples, des relations sincères. J'ai enfin compris que ma valeur ne dépendait pas du regard de l'autre. Cette phrase, simple mais puissante, résume le chemin parcouru. Un message adressé aux autres victimes, vous n'êtes pas seul. Le chapitre s'achève sur un message que Thuram a tenu à transmettre publiquement. Un message qui, selon beaucoup, pourrait changer les mentalités. Ce que j'ai vécu, d'autres le vivent aussi. Parlez, ne vous enfermez pas. La violence psychologique existe, même quand personne ne la voit, et personne n'a à en avoir honte. Ce témoignage, dans sa vulnérabilité et sa force, résonne aujourd'hui bien au-delà de sa propre histoire. Il invite la société à reconsidérer ses préjugés, à écouter davantage, à reconnaître que la souffrance émotionnelle n'a pas de genre. Pour la première fois depuis longtemps, Thuram n'a plus peur de sa vérité. Et c'est peut-être là, dans cette acceptation, que commence réellement sa guérison. 3 ans après son divorce, Liliane Thuram a finalement trouvé la force de parler. Ses mots, empreints d'une lucidité douloureuse, ont permis de lever un voile sur une réalité complexe, souvent tue, parfois incomprise. Celle de la violence émotionnelle silencieuse, invisible, insidieuse. En acceptant de partager son vécu, non pas par vengeance ni par désir de polémique, mais comme un acte de libération personnelle et de responsabilité sociale, il a ouvert une brèche dans un mur de silence que beaucoup, hommes comme femmes, connaissent intimement. Son témoignage n'est pas seulement celui d'un ancien champion du monde, ni celui d'un homme public habitué à porter des combats collectifs. C'est celui d'un être humain qui, après avoir longtemps réprimé ses blessures, ose enfin les nommer, ose enfin dire qu'il a souffert, ose enfin admettre que même les figures les plus fortes, les plus admirées, peuvent être fragilisées dans l'intimité d'un couple. Ose, surtout, briser l'idée selon laquelle la souffrance émotionnelle masculine doit rester cachée, tusse, étouffée, par peur du jugement ou de la honte. Il ne s'agit pas d'accabler Karine Le Marchand, ni de noircir son image publique. Les relations humaines sont, par nature, complexes, et chacune comporte ses zones grises, ses malentendus, ses blessures mutuelles parfois involontaires. Thuram lui-même insiste sur le fait qu'il ne cherche à blesser personne. Ce qu'il veut, dit-il, c'est comprendre, guérir et peut-être aider d'autres à reconnaître les signes qu'ils refusent de voir dans leur propre vie. Ce récit est donc l'histoire d'une reconstruction, d'un homme qui, après avoir porté trop longtemps un poids invisible, réapprend à se respecter, à s'écouter, à se défendre, à se relever. Un homme qui découvre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force, qu'elle est à même parfois la première marche vers la liberté intérieure. À travers cette prise de parole, Thuram rappelle quelque chose d'essentiel, que les violences psychologiques ne connaissent ni genre, ni classe sociale, ni niveau de réussite, qu'elles peuvent toucher n'importe qui, même ceux que l'on croit invincibles, et qu'il est urgent, aujourd'hui, de créer des espaces où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être ridiculisé ou minimisé. Son témoignage aura sans doute des répercussions, parfois positives, parfois controversées, mais il marque une étape importante dans la compréhension des dynamiques relationnelles modernes. Il montre que, derrière les images parfaites mises en scène dans les médias, se cachent souvent des réalités plus fragiles, plus humaines, plus douloureuses. Il nous rappelle que les relations doivent être construites sur le respect, la réciprocité et l'écoute. Et que dès que l'un de ces piliers vacille, c'est toute la structure affective qui menace de s'effondrer. Aujourd'hui, Liliane Thuram avance, plus serein, plus aligné avec lui-même. Il reconstruit sa vie, pierre après pierre, conviction après conviction. Il reprend sa place dans le monde avec une maturité nouvelle, une voix plus authentique et une volonté renouvelée de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Et peut-être est-ce là le véritable message qu'il souhaite transmettre, que chacun, peu importe son histoire, mérite de retrouver sa paix intérieure, que personne ne devrait se sentir prisonnier d'un climat psychologique destructeur, que parler, enfin, peut sauver. Chers lecteurs,
Merci d'avoir parcouru cette enquête jusqu'à la fin. Votre présence, votre curiosité et votre engagement sont essentiels pour continuer à faire vivre ce type de journalisme approfondi, humain, honnête et nuancé. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou simplement fait réfléchir, je vous invite chaleureusement à soutenir notre travail. Comment? C'est très simple. Abonnez-vous à notre chaîne. Votre abonnement est bien plus qu'un simple clic. C'est un geste qui nous permet de continuer à produire des analyses détaillées, des enquêtes exclusives et des récits narratifs comme celui-ci. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Partagez vos réflexions, vos expériences, vos questions. Le dialogue, c'est ce qui enrichit chaque histoire. Activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle enquête, aucun nouveau reportage, aucune analyse en profondeur. Partagez la vidéo, l'article, plus cette histoire circulera, plus elle pourra aider, sensibiliser et peut-être même libérer d'autres personnes enfermées dans le silence. Votre soutien est précieux, votre voix compte, votre engagement fait toute la différence. Merci du fond du cœur d'être là, de lire, d'écouter, de comprendre. Et souvenez-vous, derrière chaque histoire médiatique, il y a des êtres humains. Des fêlures, des vérités invisibles qui méritent d'être racontées. À très bientôt pour une nouvelle enquête. Abonnez-vous dès maintenant et poursuivons ensemble ce voyage dans les récits qui bouleversent, éclairent et aident à comprendre notre époque.